Bien le bonjour, alors un autre jour, un autre texte, voilà. Aujourd'hui le texte porte sur la singularité technique, réflexion numéro 4. Alors vous connaissez la petite chicorée qui vient accompagner cette lecture pour me désaltérer. Voilà. Alors, la singularité technique, donc on va parler de science, d'IA et compagnie. La science-fiction prophétise l'apogée de la technologie humaine par l'apparition d'une intelligence artificielle, d'une conscience artificielle plutôt numérique. Deux scénarios découlent de la singularité. Donc la singularité, le moment où on atteint cette capacité de la machine à être, a priori. Bon. Donc deux scénarios découlent de la singularité. Soit la machine se retourne contre nous et nous annihile, c'est le scénario de Terminator classique, ou même d'un Blade Runner ou ce genre de choses-là. Soit nous fusionnons avec elle par le transhumanisme. Donc c'est là où nous la joignons, au début peut-être par des implants cybernétiques, pour être un petit peu cliché, même si c'est bien plus subtil que ça dans de nombreuses versions. Mais c'est l'idée. Voilà, c'est la puce d'Elon Musk, si vous voulez. D'ailleurs, c'est un peu ça. En réalité, ces deux scénarios sont valides et simultanément exacts. C'est le sujet de ce discours. Donc, que la machine nous annihile et que le transhumanisme a lieu. Ces deux scénarios sont concordants, sont exacts, sont simultanés. Ces questionnements, à la base issus de l'imaginaire, prennent aujourd'hui une tournure tout autre, en vue des développements techniques récents. Entre IA, avec des guillemets bien sûr, on parle d'IA, mais entre modèles général, bref, voilà, ma gueule, je vais ma gueule. Bon. Entre IA générative, conversationnelle et informatique quantique balbutiante, l'apocalypse technique est peut-être sur le point de se réaliser. Alors apocalypse, peut-être pas au sens de cataclysme de fin du monde, peut-être au sens davantage étymologique, qui vient du grec, qui veut dire révélation. C'est-à-dire le moment où il va avoir une sorte de tournant dans la réalité en quelque sorte. Bon. Peut-être aussi une fin, pourquoi pas. La fin du paradigme humain tout court. Bref, on continue. Parce qu'on ne va pas forcément tomber dans ce poncif-là. Donc l'apocalypse technique est peut-être sur le point de se réaliser. Donc à propos du terme technique que j'emploie à outrance dans ce texte, il ne s'agit pas là de la méthode fondamentale à l'œuvre. Vous savez, donc la méthode technique de l'artiste par exemple, ou la technique de cuisine. C'est pas ça. Par technique, j'entends le processus civilisationnel porté sur l'amélioration constante du monde par des moyens technologiques de mécanisation et d'automatisation. C'est la technique au sens industriel, si on veut. Industriel est plus large que ça en réalité. Bon. Moyen indispensable à notre modèle industriel et de cette quête vers toujours plus de confort, toujours moins de contraintes ou de responsabilités, tout dépendant comment on perçoit la chose. Elle condamne en réalité l'homme à ne plus dépendre de lui-même, à sacrifier son indépendance sur l'autel d'une parodie de la liberté consumériste. Voilà ce qu'est la technique, au sens moderne du terme, bien éloigné de la techné grecque, cette technique qui est la méthode justement. Donc la technique a un processus qui a pour effet d'éliminer sa cause. Elle est le cœur même de l'esprit de la modernité, son hétéronomie particulière, son mythe fondateur. Alors il y aurait beaucoup à dire sur l'hétéronomie, qui est un concept qui m'a été partagé par un ami il y a quelques moments, qui s'oppose à l'autonomie. Donc pour faire une petite parenthèse, nous avons dire que l'humain n'est pas autonome. Il a besoin de quelque chose d'externe à lui pour le guider dans son être, dans le sens de son existence. Cette hétéronomie a une fois été l'Église, voilà. Donc non pas comme institution, mais comme modèle pour atteindre Dieu. Il y a un peu cette idée-là finalement. C'est ça l'hétéronomie, c'est pas l'Église comme institution, c'est la quête vers le paradis, la quête vers la vie pieuse et compagnie. Il y a eu l'hétéronomie de la nation, notamment on a vu ça en France au XIXe siècle, donc la construction de la nation après la décapitation plutôt du roi,
qui devient une forme de nouveau mythe en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'hétéronomie de la machine, de la technique, c'est-à-dire que tout le développement de notre civilisation se fait vers toujours plus de technique, vers toujours plus de machines, pour plus de machines. Hein, on voit beaucoup ça dans... En fait, la science-fiction est la transposition romanesque et mythique de cette chose-là. Hein, c'est-à-dire que à l'époque du médiéval, les œuvres romancières, c'était par exemple la quête des chevaliers du Graal, hein, la table ronde et compagnie. Donc le mythe, enfin ce qu'écrivaient les écrivains à l'époque correspondait à l'hétéronomie de leur époque. Aujourd'hui, ce qu'on écrit, enfin on n'écrit pas que de la science-fiction, vous avez compris, mais c'est quand même caractéristique de notre époque, particulièrement au début des années 60, donc au début de l'informatique. Bref. Voilà. Cependant, nul besoin d'attendre la singularité dans un futur indéterminé pour en mesurer les effets déjà dévastateurs sur notre monde. Le cataclysme n'aura pas lieu après son arrivée. Il a lieu en ce moment même. Pas besoin donc d'attendre l'instant T, d'attendre un peu comme on attendrait un messie, hein, ou comme on attendrait la fin du monde, comme ça, on attend la météorite qui va nous tomber sur la gueule. C'est déjà là, tout est déjà là. D'ailleurs, je fais un parallèle avec le message christique. Hein. Vous savez, les chrétiens, enfin les catholiques peut-être plus, je ne sais pas, les chrétiens, disons les chrétiens. Les chrétiens attendent que le Christ revienne sur terre. En fait, c'est symbolique. On attend qu'il revienne sur terre parce qu'en réalité, c'est quand il se manifeste en nous, c'est quand nous devenons le Christ, par l'épreuve de la vie, par l'ascèse, par tout un tas de choses. C'est-à-dire que quand nous nous élevons pour symboliquement devenir le Christ, c'est là qu'il revient sur terre en quelque sorte. Bon bref. Et d'une certaine façon, c'est pareil pour l'IA. Pour la singularité, pardon. On ne l'attend pas de l'extérieur en attendant qu'elle arrive, par des développements successifs technologiques. Elle sommeille déjà et elle émerge par le bas en quelque sorte. Bon, je ne vais pas forcément faire un parallèle d'émerger par le bas dans le christianisme, hein, parce que c'est l'immanence, tout ça, c'est pas forcément la perception d'un... Bref, on continue. Chaque seconde consacrée sur les réseaux sociaux, chaque fois que nous usons d'un correcteur automatique, hein, d'un GPS, d'une carte, bref, vous avez compris, chaque fois que nous usons d'un usage de la technique, par facilité, nous déléguons nos capacités cognitives, psychiques et intellectuelles à la machine. Alors, je dis machine avec un M majuscule, hein, c'est un phénomène. La machine comme phénomène de l'homme. On pourrait presque faire une phénoménologie de la technique avec tout ça. Enfin, c'est un petit peu ça quelque part. Donc, nous déléguons nos capacités cérébrales à la machine. Et celle-ci s'en nourrit et s'accroît par le big data que nous générons. En interagissant avec elle. Nous nourrissons la machine au détriment de nous-mêmes. Et au plus celle-ci évolue, au plus profond elle puise en nous. Parce qu'au plus elle devient complexe, au final. C'est qu'au début, elle demande du temps de travail. Au sens où nous devons l'alimenter par nos mains, en l'assistant de manière mécanique. Au début de l'industrialisation, hein, on va dire que avant la mécanique de précision, les ordinateurs et compagnie, les ouvriers, ils devaient tirer des câbles, machin et compagnie, bref, ils devaient assister la machine. Et au plus nous arrivons loin dans ce processus, j'ai envie de dire presque le processus de l'histoire hegelien, marxiste, hein, on revient à ça en réalité au final, en quelque sorte, au plus les capacités de la machine s'approchent de celles de l'homme d'un point de vue psychique et d'un point de vue peut-être de l'être. Enfin, c'est difficile à vraiment déterminer, mais le souci c'est que cette aliénation qui au début était purement manuelle, aujourd'hui elle devient par l'IA, elle devient justement psychique, et peut-être viendront-elles chercher jusqu'à notre âme. Hein, je vous rappelle la triade en alchimie, je pense peut-être même chez les chrétiens, hein, bon, il y a le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'âme et l'esprit, je ne sais pas dans quel ordre c'est, peu importe. Bref. Donc là, nous sommes sur le plan de l'esprit. Depuis maintenant quelques années. Autrement dit, le transhumanisme a déjà lieu. Nous transférons peu à peu notre être, alors je mets notre être pour
pour faire un tout, vers la machine. Notre ego, le je, alors le je, le soi, lui, reste bien en place dans notre enveloppe charnelle et ne connaîtra jamais le transfert, comme les transhumanistes se l'imaginent. Il n'y aura pas cette espèce de, justement comme on s'imagine, où on va prendre notre cerveau, notre conscience de soi, et la transférer dans un autre corps. Ça n'existera pas, je pense. Au sens où, en tout cas, ça n'existe pas actuellement, bien sûr, mais au sens aussi où puisqu'on nourrit cette machine-là en déléguant nos besoins cognitifs, tout ce qui va rester, c'est notre ego. Je me recycle un peu, mais j'essaie d'être très clair en fait dans mon propos. C'est en cela que les deux scénarios de science-fiction se rejoignent. Ce n'est pas la machine qui nous domine par la force, mais nous qui nous soumettons à elle. Hein, la servitude volontaire, qui a déjà été 20 fois explicitée, qui est un phénomène très courant finalement dans l'humanité. La servitude volontaire. Nous devenons fusionnels avec elle, sauf pour ce qui est du jeu. Bon, je l'ai déjà dit. Tout cela est parfaitement évident au vu du grand phénomène de dépression généralisée, de la tiktokisation de l'information, de notre aliénation par le confort. Donc ces trois choses-là, clairement, sont interreliées. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le confort, je pense, puisque je pense que c'est une forme d'aliénation bien plus insidieuse que le travail d'une certaine façon, cela joue en fait sur nos défauts psychiques, nos défauts d'animaux en fait, nos défauts animaux. Voilà. Donc vous voyez bien que ce texte dépasse largement le cadre de l'IA. L'IA, disons que c'est le dernier fruit de l'arbre de la technique. C'est la dernière branche, mais c'est simplement une évolution de quelque chose qui existait déjà. Et ce que je critique à la technique de façon générale, la technique pour la technique, hein, comme l'art pour l'art ou compagnie, ce n'est pas tellement l'IA en tant que tel, c'est l'ensemble. Voilà, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo, pourquoi je quitte l'industrie des VFX, je pense. J'en reviens un petit peu à ça aussi, c'est de toujours arriver à de la technique nouvelle pour de la technique nouvelle. Au final, on n'a jamais le temps justement de s'approprier cette technique, de la maîtriser correctement, avant de on doit tout de suite passer déjà à une meilleure tech. Enfin bref, c'est du délire et ça devient aliénant en fait. Bref, je passe. Donc tiktokisation de l'information. D'ailleurs, Jean Viulac, qui est un prof de philosophie à Toulouse, il me semble, est intéressant aussi là-dessus. Donc c'est un post-marxien, post-phénoménologue. J'avais assisté à une de ses conférences il y a longtemps à Québec. Parle un peu de ça aussi au niveau de l'information, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'au final la vérité devient superflue. Parce qu'il y a tellement d'informations, en fait, j'ai une note dans ce carnet, je pourrais les regarder, bref, ça sera pour une autre fois. Et en fait, on arrive à une époque de post-vérité, où justement l'IA va remettre la vérité avec des guillemets, parce qu'au final, bon, c'est un modèle de langage et compagnie. Et ce qu'on va considérer comme vrai, c'est ce qu'elle va nous dire, finalement. Bref, tout un délire comme ça. Mais cette apocalypse, et là alors je finis sur un petit message d'espoir. Cette apocalypse n'est peut-être pas la fin du monde, la fin de l'humanité, mais elle est sans doute la fin de la modernité, peut-être de la post-modernité, je ne sais pas. Agissant comme un grand filtre darwinien, comme une grande épreuve pour la conscience. Les êtres valables, les surhommes nietzschéens, pour être un peu caricatural, eux survivront et parviendront à réaliser leur être malgré ces conditions catastrophiques. À l'image de l'Edelweiss, la courageuse fleur des montagnes. Vous savez, cette petite fleur qui pousse sur la roche, très rare, poilue, un petit peu fibreuse comme ça. C'est ce que fait, a priori, selon le modèle darwinien, c'est comme ça que la vie se développe. C'est par soit un gradualisme génétique, par mutations successives, soit par des chocs, des grands chocs en fait. Typiquement, voilà, c'est un volcan, qu'il y a lave partout, mais qu'il y a une partie de l'espèce qui reste mieux au chaud. Bon, j'ai un peu un truc bateau, mais c'est un peu ça l'idée. Cette partie-là de l'espèce pourra ensuite repopuler.
Bref, donc peut-être que l'IA c'est peut-être ça aussi. Peut-être que la majeure partie de l'humanité y succombera, comme elle y succombe actuellement par la technique, enfin par le confort, par la technique, parce que je dis. Et peut-être que les gens qui alors soit résisteront, soit seront suffisamment en eux-mêmes résilients pour faire avec, mais quand même être capables d'être autonomes de la technique. Hein, je parle d'autonomie, mais peut-être que les hommes valables sont des hommes autonomes, je ne sais pas, bref, je suppose plein de choses. C'est peut-être ça le surnuchéen, quelque part d'ailleurs. Et non pas un mec qui fait de la muscu et qui comme ça, roule les mécaniques, quoi. Bref, donc c'est tout pour ce petit texte. Un peu fatigué aujourd'hui, je vous l'accorde, là, je travaille beaucoup. Donc j'étais peut-être un petit peu moins au taquet sur la chose. Il y a toujours cette vidéo avec le relatif du beau que je veux faire. Et il devient urgent pour moi aussi de faire cette vidéo sur le discernement. Puisque je pense que là, ça va relier beaucoup de choses à ce texte-ci. Qui d'ailleurs, pour l'instant, est le texte le plus important que j'ai écrit, je pense. Hein. Puisque là, il met, disons, les pierres fondateurs, pas les pierres fondateurs, les pierres fondatrices. J'arrive à accorder mes verbes, mais bref, vous avez compris, j'arrive plus à parler. D'ailleurs, je n'arrive plus à parler, vous savez quoi, on va arrêter là. J'en peux plus. Je vais péter aux frettes, comme on dit. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire encore. Pas assez de temps pour le faire, malheureusement. Écrire un texte, ça me prend l'après-midi. Cogiter, ça me prend 2 jours après au moins. Pour bien l'intégrer, pour bien le modifier, pour voir peut-être les erreurs que j'ai faites, les addendums, tout ça. J'ai un texte ici en écriture qui risque d'être aussi très solide, mais qui n'est pas pour cette chaîne-ci, qui est pour une autre chaîne qui est déjà existante depuis un moment, depuis à peu près un an, qui est ma chaîne de poésie. Voilà. De poésie. Poésie prose, un petit peu, de fable. J'en parlerai peut-être un peu plus tard d'ailleurs sur cette chaîne, quand cette vidéo sortira, si elle sort un jour. Voilà, bref. Je vous dis à la prochaine hein, pour plein d'autres choses, je l'espère. Et puis, bonne journée à vous, bonne soirée, ce que vous voulez. À la revoyure!